Nouveau rendez-vous de Face à Face sur Azur TV. Notre invité Philippe Vardon, vice-président du groupe Rassemblement National à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue dans votre émission d'entretien et d'opinion. Notre invité, c'est donc Philippe Vardon. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je disais que vous êtes le vice-président du groupe RN à la région. Vous êtes aussi le patron du Rassemblement National dans le bassin niçois. On a beaucoup de choses à voir avec vous parce que le week-end dernier, Marine Le Pen faisait sa rentrée à Fréjus. Vous en étiez bien évidemment chez David Rachline, que vous connaissez bien, maire Front National de Fréjus. On parlera... Maire Rassemblement National. Rassemblement National. Il faut y arriver. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits réglages à faire, mais je vais essayer de me mettre au niveau tout au long de cet entretien. On va parler évidemment d'immigration, on va parler des européennes qui arrivent avec un sondage qui vous donne au coude à coude avec La République En Marche. On va parler d'actualité locale, on va parler de Cédric Herrou aussi, puisque c'est lié à la question de l'immigration. Et puis on parlera aussi des municipales, parce que vous avez des ambitions. On essaiera de savoir si vous serez plutôt candidat du côté de la capitale azuréenne ou de la Trinité, comme certains le disent. Voilà pour le programme de cet entretien. Philippe Vardon, donc rentré à Fréjus pour Marine Le Pen. On parlera tout à l'heure du contexte, qui est un contexte à la fois difficile, mais tout aussi... moins difficile pour nous que pour le Parti Socialiste ou les Républicains, je vous l'accorderai. En fait. Parce qu'après, sur les intentions de vente, les sondages, effectivement, les chiffres sont plutôt bons et encourageants pour vous. Marine Le Pen qui a donc attaqué bille en tête l'immigration, l'Europe des nations. Il y a clairement deux blocs qui vont s'opposer aux prochaines européennes en 2019. Le sien, avec Matteo Salvini, avec Viktor Orban, et la vision portée par Macron-Merkel. C'est vraiment la dichotomie que vous souhaitez instiller pour cette campagne des européennes. C'est d'ailleurs Richard Ferrand, le nouveau patron de l'Assemblée nationale, est très proche d'Emmanuel Macron, qui lui-même l'a dit. On a effectivement deux visions aujourd'hui de l'avenir du continent européen qui vont s'opposer. D'un côté, les alliés de la Commission, de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, Macron, Merkel et Sanchez, celui qui ouvre grand les portes non seulement de l'Espagne, mais aussi donc de l'Europe entière, puisqu'on n'a plus de frontières à l'immigration massive. Et en face de ça, l'Europe des nations, des coopérations, des protections que nous appelons de nos voeux, avec nos alliés italiens et autrichiens qui gouvernent, Matteo Salvini, vous l'avez cité, mais aussi avec tous ceux, comme Viktor Orban en Hongrie, qui poussent dans la même direction de nous. Mais lors des prochaines élections européennes, vous avez cité ce sondage qui est paru ces derniers jours, qui nous met au coude à coude, vous disiez en fait, avec la liste qui sera défendue par Emmanuel Macron, mais d'ailleurs on sait que dans la marge d'erreur des sondages, on est peut-être un peu devant même. Mais le but, c'est pas uniquement d'arriver en tête en France de ces élections européennes, mais même, car nous en avons, je crois, la possibilité de former une majorité au Parlement européen avec nos alliés actuels et avec nos alliés futurs, tous ceux qui, encore une fois, veulent une Europe de l'identité, de la sécurité, qui défendent notre prospérité économique, c'est-à-dire l'inverse de cette Europe ouverte à tous les vents que nous connaissons actuellement. Vous diriez justement que ce scrutin, pour la première fois, il est peut-être celui où la majorité est atteignable. Pas passer loin au présidentiel, si j'ose dire, parce que second tour, malgré au second tour des résultats qui étaient quand même assez nets, bien que moins importants qu'en 2002 par exemple. Avec un résultat historique oui, pour notre famille politique. Non, mais je nie pas 11 millions de voix quand même Bien sûr, au second tour. Mais là, pour le coup, vous êtes peut-être en position, effectivement, en tout cas, de vraiment peser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... sur l'ensemble du continent européen, on sent bien qu'il y a une dynamique, qu'il y a une poussée. Les peuples veulent reprendre leur destin en main. On a en fait, quelque part, le retour de la vraie Europe, celle des nations, celle des libertés, là où l'Union européenne est quelque part une union anti-européenne. On l'a vu d'ailleurs tout récemment, encore la semaine dernière, avec ce vote au Parlement européen sur les sanctions contre la Hongrie de Viktor Orban. C'est un vote qui est doublement révélateur de la nature de l'Union européenne, qui ne supporte aucune contradiction. C'est une Europe punitive. D'ailleurs, punitive, y compris contre des gouvernements élus démocratiquement, parce que Viktor Orban, c'est un chef d'État élu démocratiquement, qui applique son programme et qui est largement soutenu par sa population. Eh bien, l'Union européenne vient le punir de vouloir défendre la Hongrie contre l'immigration massive qui est imposée. Et puis, mais surtout... il y a aussi la question de la liberté de la presse, des libertés individuelles, qui sont des questions à dissocier de l'immigration. Oui, mais on voit bien quelle est la toile de fond. C'est à partir du moment où Viktor Orban a refusé
refuser l'immigration non seulement incontrôlée, mais imposée par l'Union européenne, qu'on lui est tombé dessus. Je disais doublement révélateur, doublement révélateur de la nature de l'Union européenne, mais aussi de l'arnaque LR, car il faut bien l'appeler comme ça, puisqu'au Parlement européen, 15 des 18 députés européens LR, alors que messieurs Wauquiez, Ciotti vont sur les plateaux, viennent devant vous, il faut dire qu'il faut arrêter l'immigration, etc. Eh bien, au Parlement européen, 15 des 18 députés LR n'ont pas voté contre les sanctions contre la Hongrie de Viktor Orban. Mais justement, est-ce que il y a la question de l'immigration, qui est d'ailleurs portée aussi par Matteo Salvini, qui, je ne crois pas, il ne fait pas l'objet de sanctions européennes. Mais est-ce que là, par ce vote contre Viktor Orban, il n'y a pas aussi toute la dimension des libertés individuelles, la liberté de la presse ? Excusez-moi, mais les libertés individuelles et la liberté de la presse ne sont pas plus maltraitées en Hongrie que ce qu'elles ne le sont en France, où on voit quelques grands financiers qui possèdent l'ensemble des médias. Vous ne me direz pas le contraire, hormis peut-être quelques courageux médias locaux. C'est ça la réalité aussi en France de la presse. On a connu une élection présidentielle où, excusez-moi, on a vu que la plupart des médias pouvaient d'un coup se mettre à parler à l'unisson. Donc, je ne crois pas qu'on ait de grandes leçons à donner à la Hongrie de Viktor Orban dans le domaine. Non, je ne crois pas. Alors Matteo Salvini, c'est important qu'on en parle parce que, évidemment, il est dans la lumière en France depuis son accession au ministère de l'Intérieur. Vous le connaissez depuis plusieurs années, bien avant qu'il accède à ses fonctions, quand il occupait encore la tête de la Ligue du Nord, qui était vraiment dans le... Et même avant, quand il était un jeune conseiller municipal de Milan, on avait fait une réunion publique ensemble à Nice, à un colloque, il y a plus de 10 ans. C'est l'exemple à suivre ? En tout cas, aujourd'hui, c'est un modèle de courage politique. Il était sur votre acte. Le courage politique est réhabilité quelque part par Matteo Salvini. D'ailleurs, il est aussi suivi par les Italiens, parce que 72% des Italiens soutiennent son courage en matière d'immigration. Il démontre qu'en politique, quand on veut, on peut. Nous, on est habitués à avoir des gens, des responsables politiques en France qui nous disent qu'ils ne peuvent pas, parce que vous comprenez, il y a l'Union européenne, parce que si, parce que ça. Eh bien, Matteo Salvini, lui, démontre qu'on peut faire quelque chose. 2 chiffres qui sont extrêmement parlants. Depuis l'arrivée de Matteo Salvini au gouvernement, donc comme ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, moins 65% d'arrivées de migrants en Italie. Un deuxième chiffre, et je crois que c'est le plus important, moins 50%, moitié moins 50% de morts parmi les migrants en mer Méditerranée. La politique de fermeté de Matteo Salvini, c'est aussi une politique d'humanité. La politique menée par Matteo Salvini permet de sauver des vies de migrants en mer Méditerranée. Je crois que ça doit parler à tout le monde. Il est assigné par la justice ? Alors, il n'est pas assigné par la justice, parce que maintenant, il faut prendre un peu des pincettes avec tout ça. Il est assigné par des juges qui, d'ailleurs, oui, mais enfin, ils ne représentent pas déjà toute la justice. Quand il y a un juge qui décide d'eux, ça ne représente pas l'ensemble des magistrats, bien heureusement, qui en fait lui reprochent d'avoir gardé à bord d'un bateau qui était accosté dans un port, sans demander l'avis de personnes, des migrants qui ont fini par débarquer, qui d'ailleurs ont tous disparu depuis. C'est-à-dire, en fait, on lui reproche d'avoir le terme de séquestré, c'est assez cocasse, des migrants qui depuis ont disparu. D'ailleurs, il y en a peut-être aujourd'hui dans les rues de Menton ou de Nice, on ne sait pas, ou de Paris, ou de Calais, que sais-je. C'est évidemment des juges politisés qui confondent en permanence leurs opinions et leurs fonctions. On voit bien que c'est aussi le cas très souvent en France. On va y revenir, parce qu'on va parler évidemment des difficultés financières du parti. D'abord, juste une question sur les européennes, la question de la tête de liste. Ça aussi, on se la pose beaucoup. Est-ce que vous êtes plutôt Hervé Juvin, Louis Alliot ? Est-ce qu'on aura une réponse assez rapidement sur la personnalité qui mènera la bataille ? Parce que Marine Le Pen n'ira pas. Non, a priori, Marine a dit qu'elle ne souhaitait pas mener la liste. Elle est une très combative et efficace députée à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de notre côté, nous allons avoir une liste de rassemblement qui sera ouverte à des gens qui viennent d'autres formations politiques, à des gens qui viennent de la société civile. La question qui reste ouverte, c'est de savoir si nous aurons une tête de liste qui est issue des rangs du Rassemblement national. Vous citiez Louis Alliot, il y a aussi Nicolas Bay, qui est le coprésident de notre groupe au Parlement européen, ou une personnalité qui viendrait soit d'une autre formation originellement, soit de la société civile. Honnêtement, c'est un débat qui n'est pas encore tranché dans nos instances, mais je vous dirais, on connaît aucune tête de liste, ou presque, aujourd'hui dans les autres formations politiques. Nous, on a un avantage. On a un avantage, ils arriveront à faire une liste, les communistes, vous pensez ? Écoutez, en tout cas, c'est Yann Brossat qui est chargé de la il est tête d'une putative liste. Non, mais nous, on a un gros avantage, par exemple, sur LR. C'est que nous, notre ligne, elle est claire. Nous,
quelle que soit notre tête de liste. Nous défendrons cette Europe des nations, des libertés, des coopérations, des protections. Si vous posiez la même question à quelqu'un chez LR, il serait bien ennuyé, parce qu'on a d'un côté certains qui essayent d'avoir des petits accents crypto-souverainistes, je dirais, et puis dans le même temps, on entend les noms qui circulent pour mener cette liste. Jean Leonetti, qui est quand même un très gentil centriste, très européiste, où on a même entendu parler de Michel Barnier. Qui est lui carrément un commissaire européen, donc un de ceux qui est au cœur nucléaire de l'Union européenne actuelle. Donc la question de la tête de liste elle sera tranchée dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais ce qui est important, tout d'abord, c'est le projet. Et puis le rassemblement. Parce que nous pouvons, encore une fois, non seulement arriver en tête de ces élections, mais aussi participer à la future majorité au Parlement européen. Alors, une question, pourquoi ne pas carrément plaider pour une sortie de l'Union européenne, à la britannique ? Je crois que la question... Parce qu'à un moment... Non, mais la question, c'est de savoir ce qu'on fait de cette construction européenne. Soit on a effectivement cette Union européenne qui est punitive, antidémocratique, qui ne fait qu'imposer et jamais protéger, soit avec l'ensemble de nos alliés, qui gouvernent dans plusieurs pays d'Europe aujourd'hui, nous pouvons avoir une refondation en profondeur de l'Europe. Moi, je me sens profondément européen, mais je suis un défenseur de la civilisation européenne, dont un des principes élémentaires, c'est la démocratie et la liberté. C'est des idées qui sont nées dans la civilisation européenne. On ne va pas faire de la philosophie ou de l'histoire des idées politiques, mais la liberté des nations, la démocratie qui s'exprime dans le cadre national, et il faut donc refonder en profondeur l'Europe. Nous avons un projet, nous l'appelons comme ça, d'union des nations d'Europe face à cette Union européenne qui est en fait juste une marche avant le mondialisme. Nous voulons une union des nations d'Europe qui puisse permettre de défendre nos identités, nos libertés, notre sécurité collective, et qui ne soit pas juste là pour faire en quelque sorte organiser l'impuissance collective de nos nations. Donc en cas de majorité avec vos alliés à l'Europe, vous ferez passer tout un tas de lois, enfin de votes. Il y a un certain nombre de traités qui seront largement redéfinis sur le protectionnisme économique, sur la protection des frontières extérieures et des frontières nationales, sur la définition elle-même de ce qu'est l'Europe, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on n'en parle plus tellement, ça reviendra peut-être sur la table pendant ce débat des élections européennes, mais on continue de ratifier, par exemple, des chapitres des négociations d'adhésion avec la Turquie. La Turquie, c'est pas un pays européen. Mais tant qu'on ne définit pas ce qu'est l'Europe, tant qu'on est avec une Union européenne, on nous parle souvent, moi j'entends, face à la Hongrie par exemple, les valeurs de l'Union européenne, mais on les définit jamais, on ne sait pas ce que c'est. La Turquie, c'est pas un pays européen, il faut savoir se définir et puis se rassembler dans ce projet. Alors on a parlé de la question migratoire, une question quand même sur la question migratoire dans les Alpes-Maritimes, parce que ça nous concerne quand même au premier chef, parce que la moitié des migrants qui ont été interpellés l'année dernière l'ont été dans les Alpes-Maritimes. Les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture, c'est 50 000 migrants arrêtés, 350 passeurs interpellés, avec donc pour les migrants 98% de reconduite à la frontière. Ces chiffres, Sur ceux qui sont arrêtés. Hein. Sur ceux qui sont arrêtés. Non, mais, alors, ma question était la suivante. Est-ce que vous êtes convaincu par l'action qui est menée par la police et les policiers aux frontières? On va se parler simplement. Moi, hier, j'ai emprunté la coulée verte dans Nice. Enfin, qu'on ne peut pas appeler la coulée verte parce qu'elle n'est pas assez verte. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Quand on arrive au bout de la promenade du Paillon, à la hauteur de l'église du Vœu, on a là des migrants partout. Donc manifestement, ils ne sont pas tous arrêtés à la frontière. Je veux dire, tout le monde peut le constater, on peut le voir. Si vous prenez un train à la gare de Nice tôt le matin, c'est la même chose. Donc évidemment, non. Et cette immigration en plus illégale, il ne faut pas oublier qu'elle vient se rajouter à une immigration légale, régulière, qui est extrêmement importante et qui a augmenté l'année dernière de manière exponentielle. On a eu l'année dernière 262 000 titres de séjour qui ont été délivrés, auxquels on peut rajouter 100 000 demandes d'asile. Ça fait 360 000 personnes. C'est la population de la ville de Nice. C'est un chiffre quand même qui est assez parlant. On a la population, les étudiants, on a la population. Oui, c'est l'immigration légale. Enfin, ceux qui viennent travailler, vous savez que c'est infinitésimal dans l'immigration. La majorité de cette immigration, c'est une immigration au titre du regroupement familial, très majoritairement. Ça fait 360 000 personnes. On a eu l'année dernière, et je ne parle que d'immigration légale. Il faudrait rajouter là-dessus l'immigration clandestine, sans doute 150 000 à 200 000 personnes de plus. L'équivalent de la ville de Nice qui est arrivée dans notre pays. Je crois que ça sera parlant pour tous ceux qui nous regardent. Donc, évidemment, tout ce qui devrait être fait n'est pas fait. Il suffit quand même de se promener dans n'importe quelle de nos villes pour le voir. Et puis, ça crée aussi quand même des troubles majeurs.
des troubles économiques et sociaux, des troubles identitaires, culturels et des troubles sécuritaires. Il y a quand même aussi, on l'a vu tout au long de l'été, un certain nombre de délits, de crimes, parfois, qui sont commis par des migrants, qu'ils soient clandestins, qu'ils soient devenus des demandeurs d'asile, souvent avant de redevenir des clandestins et d'être expulsés, jamais quasiment. 4% de ceux qui sont déboutés du droit d'asile seulement sont expulsés. J'ai un exemple précis, la journée du 8 août. Voilà, une journée du mois d'août, le 8 août dernier, à Paris, une personne est égorgée dans un bus par un clandestin. À Périgueux, 4 personnes sont poignardées par un demandeur d'asile. Au Cap d'Agde, on arrête un clandestin qui a commis 2 viols. C'est une journée, et c'est ce qui est révélé par la presse. Moi, je ne suis pas magistrat ou policier. Est-ce que là, vous soufflez pas sur les braises quand même parce attendez, les braises, elles sont déjà incandescentes. Ça, c'est la réalité. Mais chez nous, il y a à peine quelques jours, on a eu là aussi un clandestin qui a été condamné à 10 ans de prison pour 2 tentatives de viol à Menton, tout près de chez nous. Les braises, elles sont déjà incandescentes, elles sont là. Le rôle des politiques, c'est pas de ne pas regarder les choses en face, c'est de résoudre les problèmes. Et tant qu'on ne contrôlera pas qui entre sur notre territoire, on ne pourra pas protéger les Français, c'est une réalité. Et dans le cadre de l'Union européenne actuelle, impossible malgré tout de gérer ces flux. On a une Union européenne qui nous avait fait la promesse de la liberté à l'intérieur et de la protection à l'extérieur. C'est vrai dans le domaine économique et dans le domaine migratoire. On devait défendre avec Schengen nos frontières extérieures pour permettre cette liberté de circulation à l'intérieur. Pourquoi pas, belle idée. Mais en réalité, la circulation des biens et des personnes, la libre circulation des biens et des personnes, c'est devenu la libre circulation des armes, des drogues et des terroristes. On sait qu'on a quand même des terroristes qui ont frappé notre pays, dans les attentats de Paris en particulier, qui sont rentrés par les flux de migrants. C'est quand même normal de contrôler. Chez vous, vous avez une porte. Une porte, elle ne reste pas tout le temps fermée. Elle vous permet de décider qui rentre, qui sort, pour combien de temps éventuellement aussi, tout simplement. Eh bien, c'est ce dont nous avons besoin, de remettre des portes à la France et aux nations d'Europe. Pour terminer sur la question migratoire, un mot de Cédric Herrou. Vous avez vu qu'il y a un film qui sort sur son action militante. Est-ce que vous allez voir ce film ? Compliqué, sur la Côte d'Azur, il n'y a qu'une salle qui va le montrer. Quel regard vous portez ? J'ai pas reçu d'invitation pour l'avant-première. Oui, ça m'étonne pas. Je suis pas sûr que j'aurais pris le temps d'aller voir, parce que moi je suis pas de ceux qui considèrent que Cédric Herrou est un héros. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aide des gens à enfreindre la loi. C'est quelqu'un qui impose aux autres ses obsessions idéologiques. Voilà, je considère que la place de Cédric Herrou, c'est plutôt devant les tribunaux pour être condamné. Porter assistance à des gens en détresse. Non mais il faut pas confondre 2 domaines. Porter assistance à des gens en détresse comme vous, si en sortant des studios, quelqu'un, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, ses origines, est placé devant moi dans une situation de difficulté, j'irai l'aider, parce que je suis humain, voilà, tout simplement. Mais la dimension de la détresse individuelle ou de la charité individuelle, c'est pas celle de la charité collective ou politique. Cédric Herrou, il participe aussi à cet appel d'air global. Il donne des espoirs à des gens à qui, il faut bien le reconnaître, on n'a rien à offrir. Et quelque part, il est dans cette grande chaîne qui part des milices et des passeurs, des mafias sur les côtes libyennes, jusqu'à ceux qui, dans notre pays aussi, font beaucoup d'argent sur le business de l'immigration. Les vendeurs de sommeil, tous ceux qui trouvent là des employés corvéables à merci. On le voit aussi dans le sud de l'Italie, où Matteo Salvini, là aussi, mène un combat courageux, notamment contre la mafia, qui exploite là aussi l'immigration. Tout ça, c'est une grande chaîne. Et moi, je suis, vous savez, du côté du président sénégalais, qui a dit que l'avenir de la jeunesse africaine, il ne devait pas être en Europe. Pourtant, on a 40% des 18-25 ans en Afrique qui souhaiteraient venir sur le continent européen. Je ne crois pas que ça soit leur rendre service, ni rendre service à l'Europe, ni rendre service à l'Afrique. On va passer à un autre thème, parce que le temps avance, celui des municipales. On en parle beaucoup, municipales 2020, il se passe pas mal de choses. Est-ce que vous serez candidat, Philippe Vardon, à Nice, à la Trinité ? On parle beaucoup de vous à la Trinité, parce que ce serait une terre fertile. Est-ce que vous avez déjà pris votre décision ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous êtes encore en phase de réflexion ? Alors, vous voyez, j'y pense pas en me rasant, en tout cas. Mais moi, ma mission, comme responsable du Rassemblement national pour l'ensemble du bassin niçois, c'est de construire, piloter des listes dans l'ensemble de ces communes. Je rencontre beaucoup de gens, des gens de la société civile, des gens qui viennent d'autres formations politiques, qui ont envie de nous rejoindre pour porter des projets alternatifs dans nos communes. Et c'est aussi ces projets que nous sommes en train de construire. Alors, je vais rassurer tout le monde immédiatement, je prendrai toute ma place
dans ces campagnes municipales. Je vais rassurer à la fois Monsieur Dalmasso, le futur ancien maire de la Trinité, mais rassurer aussi Monsieur Estrosi, le futur ancien maire de Nice. Ils mourront face à eux, aux côtés de nos candidats, ou comme candidats, c'est ce qui n'est pas encore défini, et voilà, vous le saurez dans les mois qui viennent. Alors, on va revenir après aux questions sur ces municipales. Juste un mot, puisqu'on parlait de la Trinité, où en êtes-vous de la procédure que vous deviez engager contre le président du club de foot de la Trinité pour injure non publique? On sait que ça a déclenché une vive polémique parce que des propos antisémites ont été également retrouvés sur le mur de cette personne qui dit que son compte Facebook a été piraté. Où en êtes-vous de cette procédure? Maintenant, c'est à la justice d'agir. Moi, j'ai effectivement déposé plainte contre lui pour des injures. On va peut-être pas les faire subir aux gens qui nous regardent. Ils peuvent venir sur les réseaux sociaux pour les voir, mais enfin, voilà, avec des propositions assez indécentes pour moi ou pour des membres de ma famille. Et puis, effectivement, il suffit d'aller creuser un tout petit peu sur les réseaux sociaux de ce monsieur, Abdelbasset Gamari, président du club de foot de la Trinité. C'est important parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'un certain nombre de jeunes. Et quand on voit ce qu'il publie en termes de haine de la France, des Juifs, puis d'un peu tout le monde, en fait, d'ailleurs, puis aussi de la propagande islamiste. Au milieu, c'est un grand fan d'Erdogan, l'islamiste turc. Voilà, il y a tout ça qui se mêle. C'est quelqu'un de pas très sympathique. Alors, il a expliqué, j'ai vu ça, c'est assez drôle, qu'en fait, son Facebook avait été piraté, mais je ne sais plus en quelle année. Le problème, c'est qu'il y a des messages qui sont après cette date. Bon, tout ça est évidemment quand même une défense assez bidon. J'espère qu'il sera condamné, non pas pour moi personnellement, mais parce qu'on ne peut pas laisser des gens comme ça avoir la responsabilité de nos jeunes. Qu'est-ce qui leur transmet, de quelle manière, vous savez, il y a ce terme d'éducateur sportif. Quelle est l'éducation qu'ils donnent à ces jeunes? Il n'y a quand même pas eu beaucoup de gens qui ont été courageux dans cette affaire, excusez-moi, à commencer par le maire de la Trinité, qui dit oui, si ces propos sont réellement, c'est pas compliqué à vérifier, personne n'a mis en doute la réalité. D'ailleurs, lui, sur les insultes me concernant et concernant ma famille, il les assume, il trouve qu'il n'y a aucun problème avec ça. On voit quand même qu'il n'y a pas grand monde qui est courageux dans cette affaire et finalement ça les gêne pas trop manifestement que le président du club de foot de la commune ait comme ça des messages aussi haineux. C'est particulier. Affaire à suivre, la justice tranchera. Vous parliez tout à l'heure des Républicains qui effectivement ont une ligne qui s'est droitisée, qui s'est rapprochée de la question identitaire, et vous parliez finalement de Tartuffe, si je lis entre les lignes. À qui vous faites allusion à qui vous pensez? Parce que si vous êtes candidat à Nice par exemple et qu'Éric Ciotti l'est aussi, comment on va faire la différence entre les deux discours que vous allez porter? La bataille entre Estrosi et Ciotti, c'est avant tout une bataille d'ego et d'ambition. Parce que maintenant, ils se crêpent le chignon, mais enfin, ils ont quand même marché main dans la main pendant 25 ans à se faire à la courte échelle, un peu chacun à leur tour, comme ça. Mais c'est quoi la différence de fond? Moi, ça m'intéresse. Alors, il y en a qui vont nous dire « Ah, mais Ciotti parle beaucoup plus dur, mais il parle comme l'Estrosi d'avant les régionales, avant qu'Estrosi se transforme comme ça en homme de centre-gauche pour essayer de rabattre les voix de gauche vers lui pour l'emporter face à Marion Maréchal. » Mais si on prend les discours d'Estrosi il y a encore 3 ans, c'était les mêmes que ceux de Ciotti aujourd'hui. Mais quelle est la différence de fond? C'est moi ce qui m'intéresse. Je suis comme tous les Niçois, quand même, enfin une majorité de Niçois en tout cas. Les aventures de la présidence de la Fédération LR, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est leur différence de fond sur leur vision de l'avenir de Nice, sur leur vision de l'avenir de notre ville. Mais laquelle, la différence réelle? Éric Ciotti, il a quand même été le premier adjoint de Christian Estrosi. On s'en rappelle, il était avant son directeur de cabinet, son assistant parlementaire. Tout ça, c'est un long parcours, 25 ans ensemble, avant qu'il se fâche, encore une fois, pour des ambitions. Mais à ce titre, Éric Ciotti, il a mis en place, accompagné, organisé, puis cautionné, du bilan de Christian Estrosi. Il l'est. Et puis qu'est-ce qu'il dit en réalité sur la politique de Christian Estrosi? Il a participé à la mettre en place, le clientélisme communautaire dans les quartiers, les liens avec l'UOIF islamiste, le développement anarchique des grandes surfaces qui concurrencent et qui font mourir notre commerce de proximité, le tramway, la ligne 2 à 1 milliard d'euros, la bétonisation de la plaine du Var, qui est un scandale, qui est un crime contre l'avenir de Nice, qui est un non-sens économique et écologique. Tout ça, Éric Ciotti l'a accompagné, l'a cautionné ensuite, et puis aujourd'hui d'ailleurs, il n'en dit pas grand-chose sur quels points fondamentaux de l'avenir de notre cité Éric Ciotti et Christian Estrosi s'opposent. Moi, je vois pas trop. Donc, bilan de tout ça? Non, mais si vous voulez, il ne faut pas que les Niçois se laissent aller à croire un peu dans cette
arnaque Ciotti. Encore une fois, c'est 25 ans main dans la main. Il a lui aussi augmenté les impôts, parce que c'est le seul sujet sur lequel il essaye un petit peu de creuser un sillon avec Christian Estrosi. En 2009, la première chose qu'il a fait, Éric Ciotti, en arrivant à la tête du Conseil général, devenu Conseil départemental, c'est d'augmenter de 15% les impôts. On pourrait continuer sur le bilan d'Éric Ciotti. Le bilan 2007-2012 au gouvernement avec ses amis, il en est comptable aussi quand même. Il ne va pas nous dire qu'il n'était pas là pour voter. 1 million d'immigrés en plus, 70 000 postes supprimés dans les forces de sécurité, l'augmentation de la dette publique, 31 nouveaux impôts et taxes, c'est aussi son bilan. Et puis il y a quelque chose, moi, qui me gêne. Éric Ciotti, je le vois toujours très courageux quand vous lui tendez le micro, en particulier peut-être plus d'ailleurs chez vos collègues des médias nationaux, des médias parisiens, où on le voit, il bombe le torse, mais c'est un peu toujours le verbe dur et la main molle. Un exemple, cet été, quand on a eu les prières de rue, à l'Ariane, mais aussi dans le centre-ville. 1000 personnes qui prient en pleine rue à l'Ariane, à l'appel de l'UOIF islamiste, les prières amplifiées, parce qu'on les a entendues dans toute la vallée du Paillon, hein, jusqu'à la Trinité, jusqu'à Saint-André. Mais Éric Ciotti, il n'a rien dit. Il dit jamais rien sur ce qui se passe en fait dans cette ville. Il a 2 mosquées de l'UOIF, encore une fois, qui sont installées dans des locaux municipaux. D'ailleurs, peut-être que ça a été installé quand il était encore premier adjoint, je ne sais pas, il faudrait regarder, mais c'est une réalité. Il n'en a jamais rien dit. Quand on installe un distributeur de seringues à quelques dizaines de mètres d'une école maternelle, au cœur de sa circonscription, il n'en dit rien non plus. Et en fait, Éric Ciotti, c'est ça. C'est toujours le torse bombé, le verbe très viril, quand on lui tend un micro. Mais en réalité, dans la pratique politique, là aussi, ça fait un peu l'arnaque quand même. Merci beaucoup Philippe Bardon pour toutes ces réponses. On arrive au bout de cet entretien. Entretien que vous pouvez revoir comme chaque semaine sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face sur Azur TV.